Voilà un nouveau plateau pour ce Café des libraires qui, je vous le rappelle, est un endroit où l'on parle des livres. Alors évidemment, il y a un titre et quelque chose qui réunit ces livres. Ils ne sont pas été mis les uns à côté des autres. Voilà, je crois que c'est Brinda qui fait partie de l'organisation qui organise ces plateaux. Je suis très contente de vous retrouver pour la suite. On a encore 2 plateaux ce soir. Avant de se retrouver demain matin. Celui-ci s'intitule Chienne de vie. Je crois que c'est un bon titre pour les 3 livres qui nous occupent ce soir. Chienne de vie. Donc, c'est Jérôme Guichet, qui est libraire à Cachan, qui va officier ce soir pour la première fois sur le Café des libraires. Merci Jérôme, c'est très sympa d'avoir accepté. Bonjour, merci à vous. De venir nous aider sur ces plateaux. Alors, Jérôme est libraire donc à la librairie Chronique à Cachan. Il y est depuis 6 ans. Il s'occupe des rayons littérature, mais avec un S, parce qu'il y a beaucoup de genres dans la littérature, et même aussi de BD. Hein, voilà. Alors, sur le plateau, je vous présente un petit peu tous ceux qui sont avec nous. Il y a Sean Andrew Cosby, qui est un romancier américain, qui va nous parler, je le présenterai plus largement tout à l'heure, qui va nous parler de son livre qui s'intitule « Le sang des innocents », qui a été traduit par Pierre Cézé-Siner. J'ai du mal un peu à prononcer son nom, j'espère que je ne l'abîme pas trop. Et c'est Johanna Moberly qui assurera l'interprétariat de Sean. Avec nous aussi, lui, il n'a pas besoin d'interprète parce qu'il parle français, c'est Gary Victor. Gary qui va nous parler de son dernier livre, Les pages blanches de la détresse, paru chez Philippe Ray en avril dernier. Et puis, à côté de moi, Dalia de la Cerda, qui a écrit un livre qui s'intitule « Chienne de garde », qui est traduit de l'espagnol par Lise Belperron. Et c'est un livre qui est paru aux éditions du Sous-sol. Et c'est Natalia Calvo qui va interpréter les propos de Dalia de la Cerda. Voilà, 3 livres coup de poing, je dirais, mais passionnants. Et donc, tu as choisi de commencer par celui de Sean Cosby, je crois. Hein, absolument, ouais, pour parler de ce sujet, de ces chiennes de vie. Oui. On va se retrouver sous le signe de la cruauté, de l'injustice, de la violence. Oui. En cette fin de journée, un vaste programme. Mais si nos 3 invités se font la voix des oppressés qui se font dévorer par la société, à travers leurs histoires, ils vont quand même nous délivrer un message d'espoir et de justice. Et sans aucune complaisance, ils vont chacun d'entre eux nous entraîner au plus près du mal, qu'on souhaiterait être l'œuvre de monstres, mais qui est bien l'œuvre des humains. Et effectivement, je vais te laisser présenter Sean Cosby pour commencer. D'accord. Alors donc Sean Andrew Cosby, c'est un romancier américain né en Virginie dans un milieu rural, pas très loin de Richmond, qui était l'ancienne capitale de la Confédération sudiste. Il vit à Gloucester, c'est ça? Gloucester. Ah, excusez-moi pour mon accent. Je suis pas très douée, vous voyez. Il a fait des études à l'université de Newport, Christopher Newport. En 2018, il est lauréat du prix Anthony 2019 de la meilleure nouvelle. En 3 romans, il s'est imposé comme une voix incontournable et un maître incontestable du thriller américain. Après Les Routes oubliées, qui a obtenu le prix Nouvelle Voix du polar, et La colère, voilà, celui dont on va parler avec Jérôme, s'intitule donc Le sang des innocents, qui a d'ailleurs été préfacé par un autre écrivain qui s'appelle David Joy, que nous recevrons dimanche soir ici. Ce sera le dernier plateau d'ailleurs. Et c'est un livre qui ne laisse pas indifférent et qui laisse des marques aussi. Et il y a de la violence, mais il y a de la tendresse aussi. Il y a des gens auxquels on s'attache. Absolument. Le sang des innocents, donc c'est un polar, un livre policier. On va suivre une enquête, mais c'est bien plus que ça, puisqu'on est véritablement dans du roman social, un roman qui est là pour rendre compte d'une certaine Amérique. L'histoire commence avec un jeune garçon qui va se rendre dans son lycée et assassiner un professeur. La police va intervenir et le tuer.
À partir de là, le comté va se déchirer. Certains dénoncent d'énièmes violences policières et d'autres vont prendre pour prétexte la couleur de peau de notre shérif, mais aussi de l'assassin, pour véhiculer des idées racistes. Et ce shérif, justement, qui va être en charge de l'enquête, il s'appelle Titus Crown, et c'est le premier shérif noir du comté. Et il va devoir combattre ces préjugés racistes dans cet état rural du sud des États-Unis, au lourd passé esclavagiste, et qui idolâtre encore les figures confédérées, touchées par la pauvreté, la drogue. Et c'est là où on pensait que l'enquête allait se limiter à trouver le mobile de ce meurtre. On va rapidement se rendre compte, en trouvant le téléphone portable du professeur, que la vérité est bien plus sombre que ça, et que on va plonger en fait dans l'enfer du fanatisme religieux et de ses dérives sectaires. Sean, vous dépeignez un État américain qui se bat avec son passé, comme s'il était impossible de se défaire de ses démons. On est 150 ans après la fin de la guerre civile et de l'abolition de l'esclavage, et pourtant on a l'impression d'être coincé encore et toujours dans des idées racistes, dans du racisme systémique, empêchant les Afro-Américains de vivre pleinement leur vie, d'accéder à certains métiers. Comment les États-Unis peuvent se défaire de cette pensée? Comment aujourd'hui un homme noir peut vivre librement en Virginie? Okay. Thank you for having me here. That's a great question. I don't know. I think that the United States, it's founded in blood and ruin. It's founded in sin, but also sanctification. And so it's a complex question, but I think the question has to be asked, even if we don't have the answers. For me, as an African-American man, I grew up in the South, which is traditionally, I think, thought of as the home of the Confederacy, but my family's roots go very deep in the South. My great-great-great-grandfather founded the church that I attend in 1861. My mother was a teacher for a time before she got ill. And so I think that I, or any African-American person, has as much claim to this region as anyone else. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Pour répondre à la question, je ne sais pas. Je pense que les États-Unis sont fondés dans le sang, le péché, mais aussi dans la sanctification. Donc c'est une question difficile, mais c'est une question qu'il faut poser. En tant qu'homme afro-américain, j'ai grandi dans le Sud. Et le Sud est souvent considéré comme étant le cœur les confédérés, mais ma famille aussi a des racines qui sont très profondes dans cette région. Il faut savoir que mon arrière-grand-parent a fondé l'église où je vais. Il l'a fondée en 1861 et ma mère a enseigné aussi dans cette région. Donc je pense que nous aussi, on a des liens très forts à cette terre. Sean, on m'a demandé, alors je pose la question, le réalisateur est venu me voir en disant « Est-ce qu'il peut lever un peu sa casquette ?» Parce qu'on ne le voit pas du tout. Merci. Il l'enlève et il la remet immédiatement. Pardon, parce que j'ai interrompu. Bon. Avec le personnage principal est donc un shérif, Titus Crown, qui est un shérif noir, et qui est un fait assez rare en fait aux États-Unis. C'est vraiment une rareté. Et pourtant, une fois qu'il a l'uniforme, il n'est plus qu'un bleu. On ne retient que le fait qu'il soit policier, prouvant à tel point la défiance envers la police est forte aux États-Unis. Mais finalement, est-ce que cette plus forte représentation peut permettre, dans ces métiers-là, peut permettre d'atténuer le racisme aux États-Unis ou la défiance des uns de l'autre côté?
Yeah, absolutely. I think Titus, I wanted him to be a hero. I wanted him to be like a knight. He's, doing the right thing is rarely easy, but it's always worth it. And so he's the type of character that he decides that he's going to try to protect everyone, even the people who don't like him, even the people who are racist. And I think that's what makes him an interesting hero. Oui, tout à fait. Donc Titus, c'est un héros, c'est une sorte de cavalier, mais il veut faire ce qu'il faut faire, mais le faire n'est pas facile. Mais ça vaut la peine de le faire. Et il veut protéger tout le monde, et même les racistes. Et c'est pour ça que c'est un personnage très intéressant pour moi. Très attachant. Oui. Je voudrais maintenant parler un petit peu du roman de Dalia de la Cerda. Je te laisse lui présenter. Ouais. Alors, je suis obligée de jouer avec mes lunettes, pardon. Dalia de la Cerda, diplômée en philosophie et militante féministe, journaliste, écrivaine. Elle a été, après avoir été ouvrière, serveuse ou vendeuse dans un marché aux puces avant de signer son premier roman, un roman tissé de douleur, d'injustice et de sang. Elle raconte les corps féminins broyés, la parole tue, et les trottoirs imprégnés de leur sang, sauf si les rapports de force s'inversent. Et elle tente ce qu'elle essaye de tenter aussi avec son collectif féministe, Moras Help Moras. Et dans ce roman, leur souffrance devient aussi meurtrière. Je crois que c'est ça l'idée. Donc je te laisse enchaîner. Absolument, parce que quand il est question de violence et d'inégalité sociale, il y a une partie de la population qui est malheureusement, semble-t-il, plus touchée que les autres. Il s'agit des femmes. Et c'est pour ça que dans Chienne de garde, Dalia de la Cerda, en une série d'histoires courtes, mais qui se répondent parfois, brosse des portraits de femmes mexicaines qui prennent la parole. Tout est écrit à la première personne du singulier. Chacune parle enfin, se libère, pour raconter en fait tout le malheur que c'est de vivre dans ce pays qui déteste les femmes. Et je reprends les mots de Dalia. Et au final, peu importe leur classe sociale, peu importe le milieu dans lequel elles évoluent, elles sont toutes victimes à un moment donné de la misogynie et du patriarcat de la société mexicaine, ainsi que du profond sentiment d'impunité et des fortes inégalités qui régissent les relations entre les hommes et les femmes dans ce pays. Grâce à un style cru, direct, ces femmes semblent nous interpeller, nous crier leurs conditions, et c'est une lecture dont on ressort ébranlé effectivement, devant une cruauté qui est devenue terriblement banale. Dalia, vous écrivez sur la violence, mais surtout contre elle, lançant à travers les voix de vos personnages un cri de révolte contre ce pays qui dévore les femmes. Aujourd'hui, quel est le statut des femmes? Quels sont leurs droits au Mexique? Qu'est-ce qu'être une femme quand on sait que c'est un pays où des femmes meurent assassinées régulièrement, où 98% des meurtres restent impunis? Bueno, México es en general un país violento, no solamente para las mujeres, también es un país violento para los hombres. Si eres un hombre joven que vienes de un contexto de alta marginación y eres de piel morena, también es muy probable que mueras asesinado o seas desaparecido, reclutado de forma voluntariamente a fuerzas por el crimen organizado. Entonces, me parece... Le Mexique est un pays violent, non seulement envers les femmes, mais aussi envers les hommes. Si tu es un jeune homme de couleur, un jeune homme racisé, pardon, et tu as aussi des possibilités de subir de la violence. Sí, me parece importante hacer énfasis en esto porque México no es que sea un país específicamente violento con las mujeres. Creo que las mujeres en general vivimos violencia en cualquier país, sino que México es un país violento en general y esto hace que también las mujeres sean más violentadas. Je trouve que c'est important de remarquer ça. Ce n'est pas une violence que envers les femmes, parce que le pays, c'est un pays violent. Porque a mí sí una narrativa que no me gusta sobre mi país es que se diga que en México
Es un país excesivamente machista, donde los hombres son salvajísimos, peligrosísimos y que las mujeres somos unas pobres víctimas de estos hombres que son casi monstruos, cuando la realidad es distinta. La realidad es que México es un país violento en general y que esta violencia obviamente sí tiene repercusiones en la vida de las mujeres, pero que no deja de ser violento también para los hombres. Moi, je n'aime pas trop cette manière de raconter le Mexique comme un pays dangereux où les femmes sont victimes et les hommes de monstres. Il est vrai que la réalité est violente, elle est violente en général et ça répercute sur la vie de tous les individus, non seulement des femmes. Pour rebondir justement sur ce que vous dites, c'est quelque chose qu'on constate dans votre roman, puisque toutes les femmes ne sont pas des victimes. Certaines sont vont aussi être violentes, vont aussi commettre des crimes, des meurtres. Certaines de vos personnages sont antipathiques, en réalité sont des anti-héroïnes. Est-ce que c'était important justement pour vous de mettre en avant tous ces types de femmes qui existent au Mexique? Sí, me parece importante hablar de que las mujeres somos complejas, no somos unidimensionales, no solo somos víctimas de violencia, también podemos ejercer violencia. Hay mujeres que son racistas, mujeres que son clasistas, mujeres que son machistas. Oui, je trouvais cela important de complexifier cette réalité. Les femmes, il y a des femmes aussi qui peuvent exercer de la violence, il y a des femmes qui peuvent être racistes, classistes également. Y sobre todo que las mujeres podemos ser perfectamente víctimas y victimarias al mismo tiempo. On peut être victime et aussi bourreau en même temps. Y personalmente sí estaba muy cansada de la representación de las mujeres como siempre víctimas o solo víctimas o incapaces de salir de estos ciclos de violencia. En ce qui me concerne, ça me fatiguait un peu d'avoir cette image toujours des femmes victimes, incapables de sortir de ce cycle de violence. Il y a 13 nouvelles dans le livre, et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'il y a un lien entre chacune des histoires aussi. Pourquoi avoir voulu créer ce lien entre chacune des nouvelles? Bueno, eso en realidad fue una manera de resolver. Yo este libro lo escribí con becas literarias. Iban a ser 3 libros distintos porque me dieron 3 becas literarias distintas, pero pues no salió. O sea, no pude escribir 30 historias, escribí solo 12 y tuve que entrelazar los cuentos para darle unidad. En fait, c'était juste une manière de résoudre cela parce que j'ai reçu des bourses et je n'ai pas pu écrire 3 livres ni 30 récits, donc il a fallu composer avec ça. Et en fait, ce qui les réunit toutes, c'est qu'elles ne peuvent compter que sur elles-mêmes, donc il faut qu'elles prennent les choses en main. Voilà, c'est ça la force du livre aussi. Absolument. Et on va maintenant donner la parole à Gary Victor, qui est le seul encore vers qui on ne s'est pas tourné. Je vais te laisser le présenter. Alors, Gary Victor est né en Haïti. Il est journaliste, il a été géologue, il a été journaliste. Et d'ailleurs, on retrouve son personnage qui a les mêmes origines aussi, géologue, journaliste. Il a exercé aussi ces métiers. Gary vit toujours à Port-au-Prince, dans un Port-au-Prince déchiré par la violence, là aussi. D'ailleurs, il en a été victime lui-même en 2023. Tu m'as dit quelque chose hier, Gary, tu as dit sa maison a été vandalisée. Je crois qu'on voulait t'enlever, mais tu n'étais pas là au moment où les bandits sont rentrés chez toi. Ta maison a été vandalisée et tu m'as dit la seule chose qui restait, c'était mes livres, parce que les bandits, les livres, ça ne les intéresse pas. C'est ça? Gary a écrit beaucoup de livres. C'est un des écrivains les plus lus en son pays. Il est dramaturge aussi, il est nouvelliste. Il est auteur de plus de 20 romans. Il a reçu de nombreuses distinctions, dont le prix du livre insulaire, le prix RFO du livre, le prix de l'Association des écrivains de langue française, le prix Casa de las Américas et le prix Carbet des lycéens. Donc, après ses études d'agronomie, il a exercé le métier de journaliste pendant plusieurs années, occupé des postes importants aussi dans la fonction publique haïtienne, comme beaucoup d'écrivains de là-bas, de ceux que l'on connaît en tout cas.
Il est le fils de René Victor, qui est peut-être le sociologue le plus important de son pays. Et je crois que grâce à ça, Gary a hérité d'un regard lucide sur cette société. Gary qui dit qu'il est en exil permanent dans son tiers d'île. C'est ça, c'est toujours cette phrase qui est valable. Et ce livre, donc, c'est Les pages blanches de la détresse, paru chez Philippe Ray. Et dans les pages blanches de la détresse, on va suivre donc l'histoire de Carl Vosier, une sorte, on pourrait parler de double littéraire. Et dans ce roman, on alterne. On a à la fois dans le roman énigme, le polar, la fable politique. Mais tout ça tend à dresser un constat de la situation politique et sociale à Haïti, délaissée par l'État et ses gouvernants. Carl Vosier, donc, dont la femme et la fille sont parties, qu'un récent traumatisme crânien laisse avec de sérieux troubles de la mémoire, et que la maîtresse harcèle régulièrement. Et il est là face à ces pages blanches. Il ne sait plus quoi écrire face à l'horreur de son pays, à ce qu'il assiste. Rien n'est assez fort pour être écrit, pour être dit, tant la réalité dépasse la fiction. Un jour, 1100, un homme borgne vient toquer chez lui, lui réclamant son œil, persuadé que l'écrivain lui a volé. Chose curieuse, il ressemble au personnage d'une de ses nouvelles. 1100 va faire appel à un gang pour récupérer ce qui lui est dû. Et l'écrivain va être contraint de fuir, de errer dans Haïti, à quêter de l'aide. Et lors de cette errance dans Port-au-Prince, il va tomber sur tout un tas de personnages, tous plus ou moins hauts en couleur, qu'il s'agisse d'un agent de la CIA, d'un inspecteur de police accro à la bouteille, ou d'un chef de gang se rêvant chanteur à succès. De quoi enfin, peut-être pour lui, trouver l'inspiration et remplir les pages blanches qui le suivent. Gary, la violence observable à Haïti que vous décrivez dans votre roman, que Carl Vosier va être contraint d'affronter, est-ce que c'est la cause ou plutôt la conséquence de l'effondrement des pouvoirs de l'État? Et comment aujourd'hui les habitants à Haïti peuvent voir une éclaircie parmi cette détresse? Bon, cette violence, elle est due effectivement à l'effondrement de l'État. Mais ce que j'ai voulu faire dans ce roman, c'est de parler de notre impossibilité souvent à comprendre la souffrance de l'autre, la détresse de l'autre. Il y a deux personnages qui m'ont permis d'écrire ce roman. Il y a eu premièrement ma mère, même si qui n'est pas présente dans ce roman, parce que c'est une femme de 89 ans qui a perdu sa maison, vandalisée, pillée par les gangs. Et 50 ans, elle a vécu dans cette maison, elle a bâti cette maison. Et elle est toujours vivante, elle a dû quitter Port-au-Prince. Et à chaque fois que je la vois, je me demande comment elle fait pour tenir. Et j'essaie de comprendre ce qui se passe en elle, la souffrance qui est en elle. Et je n'arrive jamais à écrire cette souffrance. Je suis dans une page blanche. Il y a encore un autre personnage dont l'histoire m'a beaucoup marqué et qui est dans ce roman. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a vu sa jeune sœur exécutée par les gangs sur une place publique devant une population qu'on a obligée à assister à cette exécution. Et cette jeune femme traîne en elle, vous savez, toute cette souffrance, tu vois, toute cette détresse. Et j'ai toujours essayé d'écrire ce qu'elle ressent. Et je me ressens comme dans une page blanche, tu vois. Donc, ce roman, c'est effectivement l'exploration, un essai d'exploration de cette souffrance que vivent ces personnages dans ce lieu où tout s'effondre, dans ce lieu abandonné partout, abandonné par le gouvernement, par les dirigeants, par les élites. Et cette détresse que j'essaie de saisir, de comprendre. Et il faut dire aussi que cette détresse, je la vis également. Et je n'arrive souvent pas à l'écrire, en dépit de tout.
Justement, votre héros est un écrivain qui, comme vous, ne trouve plus d'inspiration, a du mal à écrire cette souffrance. Mais justement, ça nous interroge sur le pouvoir, les limites de la littérature, sur la possibilité d'écrire des histoires, mais aussi sur la place de l'écrivain dans une société qui est en perte de repères. Que peut encore l'écrivain, en fait? Que peut la littérature? Quelle est sa véritable fonction en temps de crise? D'autant plus quand on considère qu'en Haïti, l'écrivain a un statut assez particulier. Et en dépit justement de cette impossibilité que je ressens à décrire cette détresse, à la saisir, je pense qu'on a obligatoirement cette mission de témoigner. Parce que, je l'ai écrit souvent, la presse est démissionnaire. La presse est aux ordres des pouvoirs. La presse ne relate jamais ce que vivent nos femmes et nos hommes. Ces femmes qu'on viole, ces enfants qu'on assassine, et souvent pour des questions, par exemple, de trafic d'organes. Mais la presse n'en parle pas, tu vois. Et la presse, c'est comme le pouvoir politique, abandonne la communauté, abandonne les citoyens. Et je crois que c'est là que la littérature a cette fonction de témoignage. Et est-ce que ce témoignage va servir à quelque chose? Je pense que ce témoignage est quand même important. Ce témoignage est nécessaire. Et c'est ce que nous, écrivains, nous essayons de faire, témoigner avec ce que nous avons, notre plume, notre cœur, notre désir de vérité, également notre souffrance. Mais toujours, Gary, à travers le roman. Pas à travers un essai, à travers un roman. C'est-à-dire en racontant une histoire. Pourquoi? En racontant une histoire parce que, en fait, la vie, c'est un ensemble d'histoires. Et quand je prends ma mère, c'est une histoire. Ma mère, c'est un roman. Cette femme dont on a exécuté sa jeune sœur, c'est aussi un roman. Donc, quand on a la capacité de raconter la vie de ces personnages, c'est plus qu'un témoignage. C'est la vérité qu'on essaie de saisir. Et personne n'essaie de le faire, pas nos politiques, pas même nos journalistes, qui sont très très loin souvent du quotidien, de la réalité de toutes ces gens. Dalia de la Cerda, il y a aussi cette notion de témoignage aussi dans vos textes, dans votre roman. On sent aussi presque un travail sociologique, ethnologique, un désir de témoigner. Est-ce que cela aussi s'est inspiré par votre travail associatif, votre travail aussi d'accompagnement auprès des femmes au Mexique? No tanto, porque pues yo me enfoco en el tema específico de la interrupción del embarazo. Yo no acompaño tanto a mujeres que han sido víctimas de violencia, ni tampoco a sobrevivientes de violencia. Me enfoco específicamente en mujeres que por alguna u otra razón no quieren continuar con su embarazo. Creo que salvo el primer texto o algunos otros textos que he escrito sobre el aborto. Pas vraiment, parce que je m'occupe avec l'association principalement des personnes qui veulent interrompre leur grossesse. Pas vraiment des histoires qui concernent la violence ou tout ça, peut-être au début, mais pas vraiment. Pero a mí los seres humanos me parecen muy interesantes. Bueno, las personas, creo que en toda persona puedes encontrar historias que contar. Puedes construir un personaje a partir de las personas. Y sobre todo es que soy apasionada de encontrar literatura en todos los espacios, en todos los lugares donde usualmente otras personas dicen que no hay literatura, como contextos de alta marginación, como en las historias que aparecen en la nota roja, como en las historias de crimen o de violencia. Je trouve que les êtres humains sont très intéressants, passionnants. Je m'intéresse beaucoup à toutes ces personnes-là. Et ça m'intéresse, par exemple, les faits divers, explorer un peu toutes les possibilités. Y pues ese es mi interés principal, como demostrar que en todos los espacios
incluso en esos espacios que nos han dicho que ahí no hay historias dignas de contarse, sí las hay y que también son historias que merecen ser contadas. Montrer que dans tous ces espaces-là dont on n'en parle pas, où on peut penser qu'il n'y a pas de la littérature, mais bien sûr, il y a des histoires qui méritent d'être racontées aussi. Merci. Je voulais aussi parler d'un sujet qui est commun un peu à nos trois romans. On sent aussi à chaque fois une omniprésence de la religion et une forte critique, alors des croyances, mais aussi surtout de l'institution elle-même, de l'Église dans ce qu'elle peut avoir de corrompu. Je voudrais peut-être d'abord interroger Sean là-dessus, puisque c'est peut-être lui qui se montre le plus critique. C'est vraiment au cœur de son roman. Son personnage Titus est complètement désabusé, ne croit plus en rien. Et d'autres personnages vont se servir de la religion pour se justifier les pires abominations. Et en même temps, il nous décrit un comté où la religion est partout, malgré la petite taille de la ville et du comté. On compte pas moins de 21 paroisses. Et de nombreuses sont sujettes à des dérives. Donc je me demandais, est-ce que l'Église, au sens de son institution, est-elle complice des oppressions qu'on peut vivre aux États-Unis, et qu'est-ce qui explique aujourd'hui et permet ces dérives? Yeah, I do think the church is completely complicit in some of the social ills that exist in America. I think people have used the idea of religion as a weapon. Where I come from a very small town, and like I said, there are 23 churches. I counted them. And I think that comes from the idea that everyone thinks they have the correct answer to spirituality. And so in the book, what I wanted to show was ultimately, you don't have to believe in a building to be spiritual. And conversely, that spirituality doesn't have to have a negative effect. My mother used to say, the word of God is incorruptible. It's man that is full of corruption. And so in the book, Titus ultimately learns that he can have a spiritual idea or connection without the structure of the organized church. I am personally very critical of the church. I believe that it's done a lot of harm, but I also believe it can do a lot of good. Oui, tout à fait. Je pense que l'Église est complice dans beaucoup des maux sociaux des États-Unis. Les gens ont pris cette idée de la religion et l'ont transformée en arme. Et c'est vrai que moi, je viens d'une très petite ville, mais il n'y a pas moins de 23 églises. Je les ai comptées moi-même. Et cela montre que tout le monde pense avoir les bonnes réponses. Mais ce que je voulais montrer dans le livre, c'est qu'on n'a pas besoin de croire à un bâtiment pour être spirituel. Et le fait d'être spirituel ou d'avoir une spiritualité n'entraîne pas forcément des effets négatifs sur la société. Comme le disait ma mère, la parole de Dieu ne peut pas être corrompue, ce sont les hommes qui sont corrompus. Et Titus apprend que la spiritualité va au-delà d'une église. Et c'est vrai que moi-même, je critique beaucoup l'église, mais je pense que l'église peut aussi faire du bien à la société. Je me tourne vers vous, Gary, plus ou moins pour les mêmes raisons, la même question, même si vous, dans votre texte, vous montrez peut-être un peu plus ironique sur la question de la religion et la tendance aussi qu'a la population à invoquer Jésus pour résoudre le moindre de ses problèmes, même le plus infime, comme s'il n'existait plus que cette solution. Et en même temps, l'Église, l'institution, représente aussi une grande part des maux du pays dans ce qu'elle a de ce qu'elle représente de la corruption du pays. On trouve chez nous des églises, des temples évangéliques partout. Et dès que, par exemple, il y a des milliers de gens qui sont déplacés après l'attaque, par exemple, des gangs, et dès que ces déplacés s'installent dans une autre zone, la première chose qu'on remarque, c'est une église il y a une église, tu vois. Et il n'y a aucune intervention de l'État.
mais il y a toujours une église. Et on trouve partout, tu sais, même en pleine journée, des milliers de gens qui vont dans cet temple, qui vont prier Dieu, qui prient Jésus, dans l'attente d'une délivrance qui ne vient jamais. Et plus près de moi, c'est ma mère que je vois tout le temps en train de prier et qui dit « les choses vont changer, les choses vont changer ». Je vois que c'est la pire des détresses quand finalement on se sent abandonné de tout. Et moi qui observe, je me dis, même Dieu nous a abandonnés. Tu vois, et de voir tous ces gens qui croient, qui sont comme dans un imaginaire, enfermés dans un imaginaire. Et c'est là, je pense que c'est la plus grande corruption, quand toute cette énergie est déversée dans la religion, alors que toute cette énergie aurait pu être employée peut-être à faire quelque chose dans la réalité. Et c'est là qu'on revient à ce fameux mot de Marx, peut-être bien que la religion est l'opium du peuple. Et en fait, dans mon roman, il y a cette métaphore où un pasteur récupère la détresse de la population, et cette détresse sert de drogue aux élites et à un tas de délinquants. Dalia, dans la croyance, justement, vous faites un petit pas de côté en y ajoutant une touche un peu de fantastique, en invoquant des créatures fantastiques, en y invoquant aussi des personnages de croyances populaires mexicaines. Quelle est la place de la religion au Mexique, mais aussi de toutes ces croyances populaires en face de ça? Bueno, México es un país altamente católico. La mayoría de la población es católica, pero es católica como por la de izquierda. Es que no sé cómo llamarlo porque como que se han tomado varias licencias en México los creyentes de tener deidades alternativas como la Santa Muerte, que la Iglesia Católica no la aprueba, pero se hace de la vista gorda porque México es el último gran bastión que le queda en Latinoamérica, pues las iglesias evangélicas han ganado mucho terreno, entonces la Iglesia Católica no quiere soltar a México y les dan chance de que tengan estas creencias periféricas, como a la Santa Muerte o a San Judas Tadeo, que aunque es un santo de la Iglesia, se lo ha adueñado la mayor parte de personas que se dedican a cosas ilícitas. Bon, le Mexique, c'est un pays catholique. Pour la plupart des personnes, ils sont catholiques, mais plutôt vers le côté gauche. Je ne sais pas comment les appeler. Au Mexique, on a pris beaucoup de liberté avec ça. Et l'Église accepte ces divinités alternatives qu'on a, comme la Santa Muerte ou San Judas Tadeo. C'est des croyances qui existent à côté de l'Église. Il y a également beaucoup d'églises évangélistes au Mexique. Et je pense que l'Église catholique accepte ça parce que c'est une chance de continuer un peu sur le droit chemin à côté de ces croyances alternatives. Y algo que me parece muy interesante en específico de México es que la Virgen de Guadalupe es mucho más venerada que Dios o que Jesús o que cualquier otra deidad. Es la patrona de México, todo el mundo ama a la Virgen de Guadalupe y recientemente hay un culto creciente, sobre todo en barrios bravos, hacia un angelito negro, un diablo. Y es una cosa interesante porque aún las personas más maleantes en México, más en conflicto con la ley o más violentas, quieren un Dios que los acepte y que les diga, no te preocupes, hijo, todo chido, aunque hagas cosas malas. Et quelque chose aussi qui attire mon attention, c'est qu'au Mexique, même les gens les plus violents, délinquants, ils ont leurs croyances, comme on en parlait tout à l'heure de Santa Muerte ou San Judas Tadeo. Il y a à côté de la Vierge de Guadalupe, qui est la patronne du Mexique, qui est adorée au Mexique, il y a des croyances comme l'ange noir que les groupes criminels peuvent également invoquer. Y pues mira, yo nada más observo esto como de forma desde afuera porque me parece muy interesante la religiosidad de las personas y lo que personalmente creo es que todas las personas deberían tener el derecho de ejercer su espiritualidad sin atravesar por violencia.
sin que sean violentadas por tener un ejercicio espiritual. Et moi, je trouve cela intéressant d'observer la religiosité des personnes, que tout le monde ait la liberté spirituelle sans être forcément traversé par la violence. On a encore le temps pour une T'as petite encore une question. question Ouais. Ou tu... Rapide. Ah, alors. toute petite. Rapide. Non. Oui, courte. C'était surtout que je voulais, alors si tout le monde peut répondre très rapidement dans ce cas-là, mais on est dans vos trois pays vivent une actualité quand même politique assez brûlante. Aux États-Unis, on a les élections qui approchent. Et le roman d'ailleurs se passait, le roman de Sean Cosby se passe en 2017 lors de la première année de la présidence Trump. Et donc à quelques semaines de ces élections, quel est le constat? Qu'est-ce qui a pu changer durant ces différents mandats, alors qu'on se retrouve encore une fois avec Trump en candidat et aux portes du pouvoir? I think what happened in the last 4 years is that we actually had adults in roles of leadership instead of a terrible brat infant prince. And I hope that the people at home will recognize that and elect another competent leader. I'm cautiously optimistic that Trump will not be elected. I think there are more people who are just tired of his antics and want a return to normalcy. Ce qui a été différent au cours des 4 dernières années, c'est qu'on a eu des adultes qui dirigeaient le pays et pas un enfant gâté princier. Et j'espère que les choses, que les gens ne vont pas réélire Trump. Je suis assez optimiste. Je pense que la plupart des gens sont fatigués de lui et tout ce qu'il fait. Gary, le président de la République, Jovenel Moïse, en Haïti, a été assassiné. Le président Jovenel Moïse a été assassiné. Le Premier ministre par intérim a démissionné aussi il y a quelques temps. On a des chefs de gang qui semblent vouloir prendre part aux prochaines élections, qui ont été repoussés. Existe-t-il une issue favorable à la situation politique actuelle en Haïti? Bon, la seule issue qui existe, c'est une mise en commun des forces à l'intérieur de notre pays, que les citoyens se réunissent, s'assemblent, discutent. Il faut qu'on éjecte cette classe politique qui a le pouvoir depuis plus d'une vingtaine d'années en Haïti. Donc, il y a beaucoup d'associations de jeunes qui travaillent, il y a beaucoup de groupements paysans, des jeunes, des femmes qui comprennent maintenant que nous ne pouvons compter que sur nous. On ne peut compter ni sur la communauté internationale qui a quelque part à travailler à l'installation des gangs à l'intérieur de ce pays. Donc, tout dépend maintenant de la capacité de mobilisation de cette population qui a compris finalement qu'elle était seule, qu'elle était abandonnée. Et donc son destin est entre ses mains. Merci. Enfin, Dalia, le Mexique a élu à la tête du pays pour la première fois une femme, Claudia Sheinbaum, qui doit être investie, je crois, dans les prochains jours. Est-ce que sa nomination, son élection plutôt, pardon, est un motif d'espoir? Peut-il être un motif d'espoir pour les femmes du pays, au regard aussi de ce qu'elle a pu accomplir peut-être lorsqu'elle était chef du gouvernement de Mexico? No, no creo que sea un motivo de esperanza. Non, je ne crois pas que ça soit une note d'espoir. La razón sencilla es su política pública de seguridad, que es la militarización del país. C'est parce que sa raison des politiques publiques, c'est la sécurité nationale, la sécurité du pays, la militarisation. Pues el país, México, no se va a pacificar teniendo aborto legal para todas, teniendo la ley de identidad de género para todes, ni teniendo todas estas políticas que ella ha tenido. El país se va a pacificar con una propuesta de seguridad pública distinta a la militarización. Le pays ne va pas se pacifier avec cette proposition d'identité pour tous, de la diversité. Ça va se pacifier avec une proposition différente par rapport à la militarisation. Y mientras el país no se
no se pacifique, las mujeres vamos a seguir siendo violentadas. Tandis que le pays ne sera pas pacifié, les femmes, on continuera d'être violentées. Pero de todas formas prefiero tener una presidenta de izquierda que una de derecha. Mais bon, je préfère quand même avoir une présidente de gauche qu'une de droite. Voilà, le livre s'intitule Chienne de garde. C'était 13 nouvelles qui mettent en scène des femmes qui ne se contentent pas de subir, hein, mais qui vont réagir. Dalia de la Cerda, un très beau livre paru aux éditions du Sous-sol. Celui de Sean Cosby, Le sang des innocents, le roman noir a un avenir et cet avenir s'appelle Cosby, dit Denis Lehane. Et dans la préface, David Joy, qui signe la préface, dit Le sang des innocents n'est pas qu'un roman policier, c'est un roman de poids. Et je pense que on comprend. On l'a lu, oui, on comprend. Et puis Les pages blanches de la détresse, c'est le livre de Gary Victor, paru aux éditions Philippe Ray, où Gary aussi fait quelques petites égratignures ou fait dire des choses à son héros, au héros de ce livre, par rapport à la littérature, qui ne sont pas négligeables, je trouve, qui sont intéressantes. Voilà, merci à vous tous d'être venus sur ce plateau. Merci à nos interprètes. Et merci beaucoup, beaucoup